Et si la plus grande révolution agricole ne naissait pas des conférences huppées de New York, mais d'un simple mémo, anodin, circulant quelque part à Ouagadougou? Imaginez la scène. Un matin, dans une salle aux murs défraîchis, une poignée de fonctionnaires reçoivent une note. À première vue, rien d'extraordinaire. Une feuille, quelques lignes. Mais ce texte, daté du premier lundi de juin de l'an 2025, bouleverse la trajectoire d'un pays tout entier. Du jour au lendemain, le Burkina Faso, modeste pays enclavé du Sahel, suspend brutalement toutes les importations de soja subventionnées en provenance des États-Unis. Pas pour provoquer, ni pour économiser quelques millions, mais pour une raison plus viscérale, la dignité nationale. Un geste qui, à première vue, peut sembler anodin, mais qui, en réalité, porte en lui la promesse d'une transformation profonde, d'une rupture avec des décennies de dépendance alimentaire. Ce n'est pas un coup de communication. C'est un acte fondateur. En une phrase sèche, un document interne met un terme à une dépendance tissée depuis des décennies. Les marchés mondiaux vacillent. À Wall Street, c'est la panique. 124 milliards de dollars s'évaporent dans la débâcle du soja, soit plus que le PIB annuel de nombreux pays africains réunis. Les analystes s'affolent, les exportateurs américains grondent, mais à Ouagadougou, silence radio. Le président Traoré ne fait aucune déclaration. Il ne cherche pas la confrontation. Il pose méthodiquement les fondations d'une souveraineté céréalière nouvelle. En coulisses, ministres, agriculteurs et coopératives s'organisent pour ne plus avoir à demander la permission de nourrir leur propre peuple. Ce geste, passé presque inaperçu sur la scène internationale, n'est ni caprice ni bravade. C'est le début d'un renversement historique. C'est aussi une page qui se tourne pour toute une région, qui n'a que trop longtemps courbé l'échine sous le poids de décisions venues d'ailleurs. La plupart des observateurs n'en perçoivent pas la portée. Mais pour les producteurs du Sahel, le message est limpide. L'Afrique refuse désormais d'être le réceptacle des surplus agricoles occidentaux. Ignorer ce qui se joue ici, c'est risquer de rester prisonnier d'un système global qui broie les cultivateurs locaux, muselle l'innovation et aggrave la dépendance alimentaire. Ce qui se joue, c'est le contenu de votre assiette, votre pouvoir d'achat, la sécurité des revenus agricoles, ici et partout dans le monde. Imaginez un instant. En Europe, lors des crises du lait ou du blé, ce sont des choix politiques semblables qui ont permis de préserver la souveraineté alimentaire. En Amérique latine, au Brésil, la décision de prioriser la filière locale du café a changé la vie de millions de petits producteurs. Le Burkina Faso, aujourd'hui, s'inscrit dans cette lignée de peuples qui ont osé reprendre la main sur leur destin alimentaire. Mais comment ce choix radical a-t-il été possible, et pourquoi maintenant? Pour le comprendre, il faut remonter aux racines de la dépendance alimentaire africaine. Revenons quelques décennies en arrière. Après les indépendances, de nombreux pays africains ont hérité de structures agricoles fragiles, souvent orientées vers l'exportation de matières premières au détriment de la production vivrière. L'aide internationale, bien qu'indispensable dans certaines situations, a souvent pris la forme de denrées subventionnées, inondant les marchés locaux et rendant les producteurs locaux incapables de rivaliser. Pourquoi la nourriture importée s'est-elle imposée comme la norme en Afrique? Et surtout, quel prix invisible cette dépendance fait-elle payer? Pour comprendre, il faut remonter dans le temps, à l'instant où les géants agricoles américains ont trouvé, en Afrique, un terrain à conquérir. C'est là que le soja génétiquement modifié, subventionné à coups de milliards par l'État américain, a commencé à déferler sur le continent par cargos entiers. Ce n'est pas un phénomène isolé. Dès les années 70, les surplus agricoles américains, européens et asiatiques étaient envoyés vers les marchés africains, souvent sous couvert d'aide alimentaire, mais avec des conséquences dévastatrices pour l'économie locale. Prenons l'exemple du riz au Sénégal. Dans les années 80, les importations massives de riz asiatique, subventionnées, ont ruiné des milliers de riziculteurs locaux, contraints de changer de métier ou d'émigrer. Au Cameroun, la filière avicole s'est effondrée face à l'arrivée de poulets congelés européens, vendus à des prix défiant toute concurrence. Ces scénarios se sont répétés, silencieusement, dans tout le continent. Ce soja, débarquant en masse,
n'a pas triomphé par sa qualité, mais par la force implacable de prix défiant toute concurrence. Derrière ce raz-de-marée, une logistique héritée de la colonisation. Les infrastructures, jadis bâties pour extraire les richesses africaines, servent aujourd'hui à faire entrer, en flux continu, des cargaisons de grains venus d'ailleurs. Marchés, routes, ports, tout l'appareil commercial a été conçu pour faire circuler les produits occidentaux au détriment des récoltes des agriculteurs locaux. Au Burkina Faso, plus d'un tiers du soja consommé provient désormais des États-Unis. Ce chiffre vertigineux masque une réalité. Ce qui compose l'assiette burkinabé est décidé à des milliers de kilomètres des villages, souvent via des circuits opaques passant par le Ghana ou le Togo. Dans ce système verrouillé, les cultivateurs burkinabés sont piégés. Chaque année, des familles renoncent à cultiver le soja, incapables de rivaliser avec les prix artificiellement bas imposés par les multinationales. Ceux qui tiennent bon voient leurs récoltes s'accumuler, invendues, pendant que les industries agroalimentaires et les institutions publiques préfèrent, par habitude ou par facilité, s'approvisionner à l'étranger. Ce phénomène n'est pas propre au Burkina Faso. Au Nigeria, des cultivateurs de manioc ont vécu la même désillusion lorsque les importations de farine de blé subventionnées ont fait chuter leurs ventes. Mais cet équilibre fragile a un coût immense. Le chômage rural s'envole, le savoir-faire se dissout, la dépendance alimentaire s'aggrave. Surtout, la confiance des Burkinabés dans leur capacité à nourrir leur propre peuple s'érode en silence, année après année. C'est une spirale sourde qui grignote peu à peu la souveraineté du pays, le rendant vulnérable au moindre soubresaut des marchés mondiaux. Il suffit d'observer les conséquences d'une crise internationale pour mesurer ce risque. En 2022, la guerre en Ukraine a provoqué une hausse brutale des prix du blé et de l'huile dans le monde entier. De nombreux pays africains, dépendants des importations, ont vu le prix du pain doubler, plongeant des millions de familles dans l'insécurité alimentaire. Au Burkina Faso, la moindre fluctuation du marché du soja à Chicago se traduit par une hausse des prix sur les marchés de Ouagadougou, impactant directement l'assiette des plus pauvres. S'obstiner dans cette voie, c'est accepter que la sécurité alimentaire du Burkina Faso soit dictée par des décisions prises à Chicago ou à Washington. C'est risquer de sacrifier, morceau par morceau, la résilience nationale face aux crises de demain. L'histoire regorge d'exemples. En Haïti, la dépendance au riz américain a rendu le pays extrêmement vulnérable aux chocs extérieurs. En Égypte, la révolution de 2011 a été précédée par une flambée des prix du pain, conséquence directe de la volatilité des marchés mondiaux. Comment briser ce cercle? Comment transformer la protestation en action? C'est là qu'intervient le projet Khalifa, prêt à bouleverser toutes les règles du jeu. Mais avant de comprendre l'ampleur de ce projet, il faut mesurer les dégâts concrets de cette dépendance. À quoi ressemble, dans la vie réelle, le quotidien d'un pays qui ne maîtrise plus son assiette? Imaginez une famille rurale du centre-nord, autrefois autonome, contrainte de vendre une partie de son bétail pour acheter de l'huile importée. Dans les écoles, les repas sont confectionnés avec des produits venus de loin, déconnectés de la saison et du terroir local. Les marchés regorgent de produits transformés à l'étranger, tandis que les légumes locaux peinent à se vendre. Une comparaison s'impose. Au Japon, après la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement a massivement investi dans la relance de la riziculture locale. Résultat, le pays est devenu largement autosuffisant en riz, garantissant ainsi la stabilité alimentaire et culturelle. Pourquoi l'Afrique n'aurait-elle pas, elle aussi, le droit de faire ce choix? Et si s'extraire du système ne signifiait pas s'isoler, mais inventer de nouvelles règles? C'est ainsi que le Burkina Faso a opéré un virage stratégique sans précédent, loin du tumulte des projecteurs. Sous le nom de projet Khalifa, tout a commencé bien avant l'annonce officielle. Le cœur du plan: constituer des réserves de semences paysannes, former une nouvelle génération d'agriculteurs et déployer des unités mobiles d'extraction d'huile alimentées à l'énergie solaire. La discrétion était la clé. Chaque outil, chaque main formée, chaque stock, préparait patiemment la rupture. En moins d'une année, plus de 100 000 familles rurales étaient déjà formées, équipées et intégrées aux réseaux locaux.
Avant même la publication de l'embargo, les bases d'une souveraineté céréalière étaient posées, à l'abri des regards étrangers. Ces foyers, loin d'être isolés, incarnaient une mobilisation collective. Les coopératives agricoles avaient été réactivées et même certaines infrastructures militaires transformées pour stocker les grains. Cette phase préparatoire rappelle les grands plans de relance agricole de la Chine maoïste, où la mobilisation populaire et la planification ont permis d'éradiquer la famine en moins d'une décennie. Toutefois, ici, le choix du Burkina Faso privilégie le dialogue avec les communautés, la transparence et l'innovation technologique. Mais la vraie bascule fut l'introduction d'AgriCredit, une monnaie digitale adossée aux réserves de céréales locales. Cet outil a fluidifié les échanges, empêché la spéculation et maintenu la richesse agricole dans les mains burkinabais. Les marchés, jadis saturés de produits importés, ont vu naître des circuits courts, transparents et solidaires. Le concept d'AgriCredit s'inspire des monnaies locales utilisées en Suisse ou en Argentine lors des crises économiques, permettant de relancer l'économie sans dépendre des devises étrangères. Ce souffle nouveau n'a pas tardé à traverser les frontières. Au Mali, au Niger, en Guinée, les autorités ont révisé leur politique d'importation et renforcé les contrôles, marquant une contagion discrète mais déterminée. Les médias locaux, les chercheurs et même les commerçants de rue ont porté l'initiative, faisant de la souveraineté céréalière un enjeu partagé. Des ateliers de formation se multiplient, des coopératives transfrontalières voient le jour, et les échanges de semences traditionnelles deviennent monnaie courante. Pourtant, le risque était immense. Un faux pas aurait signifié la ruine pour des dizaines de milliers de familles, une crise alimentaire aggravée et un isolement diplomatique face aux bailleurs internationaux. Chaque décision, chaque innovation se jouait sur le fil, sous une pression colossale pour le gouvernement, les coopératives et la société civile tout entière. Les scénarios les plus pessimistes prévoyaient des pénuries, des émeutes de la faim, voire des sanctions économiques de la part des grandes puissances agricoles. Mais le succès local a vite attiré l'attention au-delà des frontières. Les grandes puissances agricoles observent, parfois inquiètes. L'Afrique de l'Ouest ne se contente plus de regarder. Elle s'interroge, s'organise et commence à rêver d'une indépendance alimentaire. Le journal britannique The Economist publie un dossier spécial. Le magazine Jeune Afrique titre « Le Burkina Faso, laboratoire de la souveraineté alimentaire ». Des délégations étrangères affluent pour comprendre le fonctionnement d'AgriCredit, le déploiement des unités mobiles et la gouvernance participative des coopératives. Mais cette percée, aussi discrète qu'implacable, ne va pas sans soulever des tensions inédites. Derrière les sourires officiels, les premiers signes de résistance s'organisent dans l'ombre. Des lobbies internationaux tentent de faire pression sur les institutions financières africaines, menaçant de suspendre certains crédits. Des campagnes de désinformation émergent sur les réseaux sociaux, accusant le Burkina Faso de mettre en péril la sécurité alimentaire régionale. Cependant, la société civile, forte de sa mobilisation, tient bon et développe des outils de veille citoyenne pour contrer les fausses informations. Une étincelle locale, et soudain, l'incendie gagne tout un continent. Quelques semaines à peine après l'annonce discrète du Burkina Faso, la carte de l'Afrique de l'Ouest commence à changer de couleur. Les gouvernements du Burkina Faso, du Mali et du Niger signent le corridor agro-industriel AES. Pour la première fois, ils unissent routes, rails et ports secs. Les douanes disparaissent, la logistique s'aligne et les récoltes circulent avec la fluidité d'un fleuve en crue. Cette intégration rappelle la construction du marché commun européen dans les années 50, où la suppression des barrières douanières a permis une explosion des échanges agricoles intra-européens. Ce n'est plus du troc, c'est un saut d'échelle. Les trois pays créent AfriCrop, la toute première réserve alimentaire régionale, sans aucune aide extérieure. Le maïs, le mil et le soja sont désormais stockés localement, hors d'atteinte des spéculateurs mondiaux. Des silos communautaires sont bâtis, des plateformes digitales permettent d'anticiper les besoins, et des contrats à prix juste sont signés directement avec les agriculteurs, garantissant un revenu stable et prévisible. L'élan franchit vite les frontières de l'AES. Un étiquetage commun, Sahel Seed, fait son apparition,
Sur les marchés de Dakar, d'Abidjan, de Conakry, les consommateurs découvrent des marques locales, garantes d'origine et de qualité. Les coopératives innovent pour séduire les villes, les campagnes retrouvent espoir. Des campagnes de sensibilisation sont lancées à la télévision, à la radio et sur Internet pour encourager la consommation de produits locaux. Mais cette souveraineté alimentaire inquiète. Au nord, les grandes institutions financières réévaluent leurs crédits en urgence. Les diplomates s'activent, redoutant un effet domino capable de bouleverser la stabilité mondiale. Les analystes s'interrogent. Si l'Afrique de l'Ouest cesse d'importer, que deviendront les surplus du Nord? L'Union européenne convoque une réunion d'urgence, tandis que le Congrès américain débat de nouvelles mesures de soutien à ses exportateurs. L'onde de choc continue. Des délégations de Tanzanie, d'Éthiopie, du Brésil débarquent à Ouagadougou. Observer, comprendre, s'inspirer. Pour la première fois, l'Afrique ne demande plus d'aide. Elle propose des solutions. Des ateliers Sud-Sud sont organisés, où les expériences du Burkina Faso sont partagées avec d'autres pays en quête de souveraineté alimentaire. Le Brésil, qui a lui-même mené une révolution agricole avec le programme Fome Zéro, s'inspire des innovations numériques burkinabées pour améliorer la distribution de ses propres produits locaux. Le modèle burkinabé pourrait renverser les rapports de force mondiaux. Mais si l'édifice vacille, c'est toute la région qui risque un retour brutal à la dépendance et aux pénuries. Jamais l'enjeu n'a été aussi vital. Sur quoi bâtir notre sécurité alimentaire? Les débats publics s'intensifient. À la télévision, dans les universités, dans les marchés, chacun s'interroge sur la meilleure manière de pérenniser cette dynamique. Mais derrière l'élan, les défis restent immenses. Une première crise mettra vite à l'épreuve la solidité de ce nouvel édifice. Imaginons un scénario. Une sécheresse exceptionnelle frappe la région. Les réserves d'Africrop sont sollicitées, les réseaux de solidarité jouent à plein. Grâce à la planification et à la transparence, les pénuries sont évitées. Mais la leçon est claire. La souveraineté alimentaire, comme toute conquête, doit être défendue quotidiennement par l'innovation, la vigilance et l'engagement de tous. Et si, au Burkina Faso, la souveraineté alimentaire n'était plus un simple slogan, mais une réalité concrète, palpable à chaque coin de rue. Ici, ce sont désormais les écoles, les centres de santé et les marchés qui font confiance aux producteurs locaux. Fini les promesses lointaines. Chaque quartier, chaque village vibre au rythme de cette nouvelle autonomie. La spéculation sur les prix alimentaires, jadis une fatalité, recule peu à peu. Les denrées deviennent plus abordables, plus sûres, les familles reprennent confiance. Acheter local, c'est désormais retrouver la trace, la saveur et la dignité de ce que l'on met dans son assiette. Des études menées par l'université de Ouagadougou montrent que la part de l'alimentation locale est passée de 30% à près de 80% en moins de 2 ans, un record inédit en Afrique de l'Ouest. Mais ce changement n'est pas tombé du ciel. Il porte un visage jeune, une génération qui crée des applications, relie les coopératives aux consommateurs et coupe court aux chaînes d'intermédiaires. Ces jeunes refusent d'attendre et transforment, jour après jour, la façon dont la nourriture circule et se valorise. L'application Faso Market, lancée par 3 étudiants, permet de géolocaliser les producteurs, de commander en ligne et de suivre en temps réel l'évolution des prix. La transparence s'impose aussi dans les institutions. Un audit public inédit a passé à la loupe la principale caisse agricole, AgriCredit. Ses failles exposées, ses forces révélées, l'organisme a dû s'adapter. Désormais, chaque franc public investi est suivi à la trace, chaque décision expliquée au grand jour. Des assemblées citoyennes sont organisées dans chaque commune pour discuter des orientations du fonds, et des plateformes participatives permettent à chacun de proposer des améliorations. Les femmes, longtemps invisibles, deviennent les piliers de la transformation. À la tête de groupements innovants, elles exportent des produits locaux vers les pays voisins, bâtissant des liens régionaux solides et inspirant la confiance. Leur leadership entraîne derrière lui des communautés entières, jadis résignées, aujourd'hui conquérantes. Le groupement Femmes du Faso a remporté le prix de l'innovation lors du Sommet africain de l'agriculture,
grâce à leurs biscuits à base de mil et de soja local, désormais exportés jusqu'au Maroc. En quelques mois, ce qui n'était qu'une vision portée par l'État est devenu une dynamique populaire. Tout le monde y participe, par la consommation, le travail ou l'engagement citoyen. Ce n'est ni une lubie ni un rêve. C'est une révolution silencieuse qui redonne prise et dignité à celles et ceux longtemps oubliés. Les marchés nocturnes de Ouagadougou, autrefois déserts, sont désormais animés par des foires aux produits locaux, où la convivialité et la créativité s'expriment librement. Pourtant, certains hésitent encore. Le risque ? Laisser filer la chance de reprendre la main sur son alimentation, ses revenus, ses choix. Alors, face à cette vague venue d'en bas, qu'est-ce qui retient encore d'agir ? Parfois, la peur du changement, la crainte de l'échec ou le poids des habitudes. Mais chaque réussite, chaque famille qui retrouve son autonomie, montre que la transition est possible. Au-delà des chiffres, ce sont des existences entières qui basculent. Mais la question demeure. Qui aura le courage d'embrasser ce changement jusqu'au bout ? L'histoire est faite par ceux qui osent, qui s'engagent, qui persistent malgré les obstacles. Le monde oublie vite les gros titres, mais la terre n'efface rien de ce que l'on y sème. Ce qui s'est joué au Burkina Faso dépasse un simple fait divers balayé par l'actualité. Ici, dans le silence, une leçon de souveraineté s'écrit chaque jour, portée par des femmes et des hommes décidés à ne plus subir, mais à bâtir leur destin. Sur chaque parcelle, dans chaque cuisine, sur chaque marché, la transformation s'enracine, invisible à l'œil pressé, mais puissante sur plusieurs générations. Choisir de ne pas agir, c'est accepter d'être figurant dans sa propre histoire. C'est laisser d'autres choisir pour vous, remplir votre assiette, fixer le prix de vos récoltes, tracer les frontières invisibles de votre autonomie. S'engager, au contraire, c'est planter la graine d'un futur où chaque geste, chaque décision quotidienne devient une déclaration silencieuse d'indépendance. Le Burkina Faso n'a pas crié sa souveraineté, il l'a cultivée, patiemment. En privilégiant l'action au discours, ce peuple a montré que la révolution prend parfois la forme d'une semence, d'un partage, d'une organisation minutieuse. La souveraineté n'est pas un mot, mais une addition de petites victoires, de choix collectifs, de liens tissés dans la durée. Rien n'est jamais acquis. L'histoire récente le prouve. Tout système dominant peut chanceler si une société ose réécrire ses propres règles, même à contre-courant, loin des projecteurs. Ce combat n'est pas si lointain qu'il y paraît. Il vous concerne aussi. Là où vous vivez, là où vous achetez, là où vous cultivez ou mangez, chaque choix compte. Alors, posez-vous la question. Que s'aimez-vous aujourd'hui pour demain ? Rester simple consommateur ou devenir acteur de cette dynamique, c'est un choix. L'enjeu n'est pas seulement africain, il touche à votre pouvoir d'achat, à votre autonomie, à la justice dans votre assiette. Pour agir, rien de plus concret. Privilégiez les circuits courts, soutenez les producteurs locaux, engagez-vous dans les coopératives de quartier, informez-vous, partagez ces initiatives autour de vous. Chaque geste compte, même le plus modeste. Ne laissez pas l'histoire se faire sans vous. La souveraineté commence par un geste, une question, un refus ou un engagement. Il n'existe pas de petites contributions. Chaque main pèse, chaque voix porte, chaque initiative ouvre une brèche vers un autre possible. Comme l'a dit Wangari Maathai, prix Nobel de la paix et pionnière de la reforestation au Kenya, ce sont de petites actions, répétées chaque jour, qui changent le monde. Ce n'est pas une leçon, mais une invitation. À regarder autour de soi, à réinterroger ce que l'on croyait immuable. Parce que la souveraineté ne se reçoit pas, elle se cultive. Et c'est dans ce terreau discret mais fertile que germent les futurs inattendus. À vous d'y planter